Le comportement des chevaux, quand vient le moment de la reproduction, est tout à fait particulier, caractéristique de l'espèce. Lorsqu'elles évoluent en liberté à l'état sauvage, les juments mettent bas poulains et pouliches qui grandissent tous ensemble. Leurs premiers jeux vont permettre à ces jeunes chevaux de développer leur instinct de conservation. Ils se lancent notamment dans des courses-poursuites effrénées. Mais on ne remarque pas encore chez ces jeunes sujets de jeux sexuels à proprement parler, ni d'attirance liée à la reproduction. Les poulains se concentrent davantage sur l'apprentissage de leur instinct de survie, qui conditionne également leur faculté de reproduction. À partir de 4 ou 5 mois, en fonction de leur croissance, elle-même liée à leur alimentation, l'instinct sexuel des poulains commence à se manifester envers leur mère. Il n'est ainsi pas rare de voir des poulains qui cherchent à saillir leur propre mère, en particulier durant la période de chaleur de cette dernière. Naturellement, rien ne se passe, mais c'est le signe que les poulains commencent à s'intéresser au sexe opposé. Un complexe d'Œdipe qui prouve que les hormones sont présentes chez les mâles dès leur plus jeune âge. Les pouliches, quant à elles, paissent paisiblement lorsqu'elles sont en compagnie de leur mère. Elles ne se livrent à aucun jeu de séduction et ne manifestent pas d'attirance sexuelle pour les mâles. Elles ne cherchent qu'à se lier d'amitié avec les autres chevaux, mâles ou femelles, mais de préférence du même âge qu'elles. Et tant qu'elles n'atteignent pas leur maturité sexuelle, elles ne cherchent pas non plus à se reproduire. Les jeunes mâles ne chercheront d'ailleurs pas à s'accoupler avec elles. Ils deviendront les uns et les autres de simples compagnons de jeu et se protégeront mutuellement au sein des grandes hardes. C'est lors d'une nouvelle gestation que les juments commencent à manifester une certaine contrariété. Il arrive donc parfois qu'elles donnent des coups de pied à leur poulain pour l'éloigner, lorsque ce dernier se montre trop insistant pour téter ou parce qu'il est tiraillé par la faim. Lorsque l'étalon est présent, il éloigne les poulains du groupe, si possible avant qu'ils atteignent l'âge d'1 an, puis les empêche de s'approcher à nouveau. L'étalon écarte en ce faisant ses rivaux potentiels pour la saison de la reproduction à venir. Cela permet aussi d'éviter que les poulains ne s'accouplent avec leur propre mère, une union consanguine dont les conséquences génétiques seraient très graves. C'est ainsi que se forment des hardes de chevaux d'âge divers, mais sans aucune jument dans leur rang. Les mâles adultes, qui sont aussi les plus forts, protègent les plus jeunes, un peu comme le fait un étalon avec son harem de juments. Ils apprennent de la sorte à dominer, protéger et guider les autres chevaux, tout en se faisant respecter. Et cela s'avère très utile le jour où ils doivent protéger les juments qu'ils auront conquises. Au sein de la harde, à l'approche du printemps, l'étalon essaie de stimuler les jeunes juments afin qu'elles entrent en chaleur. Généralement, cette tentative se révèle inutile. Les jeunes juments doivent encore grandir pour que leurs hormones se réveillent et qu'elles soient prêtes pour leur première ovulation. Si elles se montrent complètement désintéressées, l'étalon les chasse alors de la harde. Cela permet aussi d'éviter qu'un étalon s'accouple avec sa propre progéniture. Ces jeunes juments vont donc rester seuls et continuer à grandir de leur côté. Un des chevaux issus du groupe exclusivement mâle va alors repérer ces juments solitaires et s'occuper d'elles, car c'est désormais son intérêt de les conquérir. Un éventuel accouplement ne présente presque aucun risque, car les probabilités de consanguinité entre les sujets de ces deux hardes sont très faibles. Lorsque deux chevaux rencontrent un groupe de juments, ils s'affrontent pour conquérir ces dernières, laissant de côté leur amitié. Et cela arrive même s'ils appartiennent déjà à la même harde. C'est le plus fort qui triomphe. La nature assure ainsi la sélection et la conservation des spécimens les plus sains et les plus résistants à leur environnement. L'ovulation de la jument est stimulée par l'augmentation à la fois de la température moyenne extérieure, de ses rations de fourrage, ainsi que de son temps d'exposition à la lumière du jour. Les premières chaleurs naturelles interviendront ainsi au début du printemps, une fois que tous ces facteurs auront déclenché l'ovulation. La jument se met alors en quête d'un étalon et son comportement n'est plus le même que d'habitude. Elle se déplace et marche beaucoup plus
car elle augmente en se faisant ses chances qu'un cheval la remarque. Elle urine très souvent et boit par conséquent davantage d'eau. Elle signale sa présence par l'odeur caractéristique très forte de son urine. Elle mange aussi beaucoup moins, car la nervosité qui la caractérise durant cette période a tendance à lui couper l'appétit. Une jument qui a ovulé est plus réceptive à la saillie de l'étalon et les douleurs ainsi que les risques sont moins importants. La saillie, à proprement parler, est assez rapide, car les chevaux ont appris au cours de leur histoire à être toujours prêts à fuir face à une éventuelle menace, ce qui les empêche fatalement de prolonger l'acte. Si la fécondation est réussie, la jument met bas après environ 11 mois de gestation, généralement au premier jour du printemps. À l'âge de 3 mois, le poulain profitera d'une période idéale avec des pâturages riches et verdoyants grâce aux journées plus longues, aux pluies plus fréquentes et à une température plus chaude. Puis, au début de l'été, la jument, après s'être nourrie de ces herbages abondants, offrira à son poulain un lait riche en nutriments et en vitamines, indispensable à sa croissance. La jument sera alors vraisemblablement de nouveau gestante. Le poulain devra donc se préparer à affronter la séparation et à entamer un nouveau cycle. Dans le domaine très spécifique de la classification des robes de chevaux, les critères de différenciation entre une couleur et une autre sont multiples et variés. Au fil du temps, les chevaux domestiques ont perdu les caractéristiques d'uniformité de leurs robes et d'autres nuances sont apparues. Preuve s'il en est que ces chevaux ont toujours eu la capacité, génération après génération, de faire évoluer la couleur de leur robe pour mieux s'adapter et se confondre avec leur environnement. La robe dite Isabelle est typique de la plupart des chevaux sauvages, comme par exemple le cheval de Przewalski, et ses nuances sont variées. On dit souvent que les zébrures permettent aux animaux de se camoufler et de se fondre dans la nature. Voilà pourquoi les zèbres, les tigres et certains chats, entre autres, présentent cette caractéristique. Ces rayures sont également apparues et se sont développées de manière tout à fait singulière chez les chevaux sauvages qui survivaient à leurs prédateurs. La robe Isabelle se caractérise par une tonalité allant du jaune pâle au café au lait et présente parfois des rayures sur les membres qui rappellent celles des zèbres, ainsi qu'une ligne dorsale qui court du garrot à la queue et que l'on appelle raie de mulet. Cette particularité visible chez les mulets et les ânes est une manifestation des gènes primitifs, appelés aussi gènes sauvages. La robe Isabelle se distingue par la présence de crins noirs sur la queue et la crinière, par des extrémités noires et parfois même par la présence de zébrures ou de rayures sur les membres et la pointe des oreilles. Il s'agit d'un mélange entre les caractéristiques du bai et celles qui se rapprochent d'un cheval alezan. Il existe différents types de robes Isabelle. L'Isabelle foncée ou noir dilué présente une couleur plus sombre avec un pourcentage élevé de poils noirs dans le pelage. Ces nuances de rouille lui donnent une tonalité cuivrée. On dit parfois que la robe est fumée. Les chevaux de type Isabelle bringée possèdent des rayures sur le corps et l'encolure, en plus de celles qui apparaissent normalement sur les membres. On peut également observer une longue rayure descendant de chaque côté du cou et une autre au niveau du garrot, plus courte que la précédente. Même si cela est très rare, on peut parfois apercevoir quelques rayures sur la tête. L'Isabelle claire présente des tonalités plus claires que les précédentes. Il s'agit d'un mélange entre un alezan et un Isabelle ordinaire. La crinière, la queue et les extrémités ont une nuance plus blonde. La raie de mulet est toujours présente, les poils de l'encolure et de la queue étant plus sombres, sans être tout à fait noirs. Lorsque cette nuance blonde s'obscurcit et que la tonalité devient orangée, on parle d'Isabelle dorée. Les reflets sont plus vifs, mais la queue et la crinière ne sont pas tout à fait noires. Si la robe présente des taches blanches, mais que l'on distingue toujours la raie de mulet, les zébrures et les crins plus foncés, on parle alors d'Isabelle overo.
Il s'agit ici d'un cas d'albinisme qui peut se manifester chez le cheval, quelle que soit la robe, y compris la robe Isabelle. Chez certains spécimens de la famille des cervidés, ainsi que chez les ânes, on peut observer que le pelage s'éclaircit au niveau du ventre, des naseaux et de l'aine. Lorsque cela se produit chez les chevaux à la robe Isabelle, on peut parler parfois d'Isabelle daim. Comme nous l'avons vu, la robe Isabelle présente plusieurs variantes de couleurs qu'il est nécessaire de connaître pour qui veut approfondir ses connaissances équines. Et quelles que soient les particularités et les nuances de chacune des robes Isabelle, nous serons toujours en présence d'un cheval remarquable. Tous les pays du monde disposent de leurs propres forces de sécurité dont la mission première est le maintien de l'ordre public. Ces forces de police s'entraînent et se spécialisent dans des missions très précises. Les polices à cheval, plus communément appelées les polices montées, sont des corps difficilement remplaçables, car leurs fonctions, aussi bien dans les grandes métropoles que dans les petites villes, restent très spécifiques. Elles se concentrent surtout sur la prévention de certains délits qui nuisent à l'ordre public. Les corps de police montés ont vu le jour pour répondre à une nécessité, celle d'un système de transport rapide et efficace, permettant de se rendre rapidement sur les lieux des délits. Comme il n'existait pas encore à l'époque de moyens de transport mécaniques, le cheval se révéla indispensable pour convoyer du matériel et des munitions, qu'il soit monté ou attelé à une carriole. Ainsi, les agents de police pouvaient rejoindre rapidement les scènes des délits pour contrôler et faire respecter la loi. Lorsque les voitures et les motos ont fait leur apparition, beaucoup ont pensé qu'il devenait inutile et désuet de maintenir ces forces de police à cheval. Il a cependant été prouvé à maintes reprises que ces unités montées étaient irremplaçables. Les polices montées démontrent en effet régulièrement et un peu partout dans le monde leur efficacité, aussi bien en termes de dissuasion que d'encadrement de grands rassemblements, comme par exemple les matchs de football, les concerts ou les manifestations politiques. Les agents des polices montées surveillent et encadrent ces grands regroupements en prenant soin de rendre leur présence bien visible, car d'une manière générale, la stature des chevaux intimide la foule. Ils arborent même, dans certains cas, un uniforme anti-émeute, avec un casque, une matraque et un gilet pare-balles. Cet uniforme présente l'avantage d'être dissuasif. Les agents, qui sont naturellement chargés de contrôler leur monture, sont bien conscients qu'un cheval, même lancé au galop, est rarement à l'origine d'incidents graves. Lors de journées plus calmes, les agents à cheval patrouillent sans avoir à revêtir l'uniforme anti-émeute. Plus léger et plus confortable, ils sillonnent au pas les rues et les quartiers pour informer les gens et leur venir en aide le cas échéant. Les équipes de police montées sont très nombreuses dans les grandes villes et chacune d'entre elles se voit confier des missions spécifiques ainsi que des zones bien précises à surveiller. Pour davantage d'efficacité et de sécurité, ces missions sont souvent menées en groupe de plusieurs équipes. Pour que les chevaux soient bien préparés à ces missions singulières, il est nécessaire de les y habituer. Il faut les faire travailler quotidiennement et chaque agent est chargé d'un ou de 2 chevaux dont il doit s'occuper personnellement et qu'il doit maintenir dans de parfaites conditions. Il faut par exemple les nourrir 3 fois par jour, changer la litière du box régulièrement pour leur offrir le maximum de confort et d'hygiène. Les fers doivent eux être vérifiés ou changés 1 fois par mois. Enfin, c'est un vétérinaire qui s'occupe de la prévention et du traitement des éventuelles maladies des chevaux. Chaque cheval possède une histoire et une carrière dans la police montée qui lui sont propres, et les plus anciens d'entre eux montent petit à petit en grade. Ils ne seront ni sergents, ni lieutenants, ni commissaires, mais seront considérés comme tels. Tous les agents de police montée savent qu'un cheval expérimenté est bien plus utile qu'un cheval débutant qui a encore tout à apprendre.
La selle ainsi que l'ensemble du harnachement du cheval doit s'adapter parfaitement aux besoins des missions dont sont chargées les équipes de la police montée. Durant l'entraînement quotidien de ces chevaux, seules des selles légères et des embouchures douces sont utilisées. Pour les sorties, en revanche, les chevaux sont harnachés avec des équipements et des accessoires plus lourds. Chaque agent est responsable de l'équipement de son propre cheval et une éventuelle dégradation du matériel est également à sa charge. Dans chaque caserne de police montée, une équipe d'agents se tient prête à partir en mission. Les autres équipes sont en permission, en repos ou bien encore à l'entraînement. En effet, un appel d'urgence peut arriver à la caserne à tout moment. Il est même parfois nécessaire de préparer un van ou un camion pour transporter les chevaux appelés en mission. Les agents se préparent quant à eux à recevoir les ordres de leurs supérieurs. Certaines missions se révèlent plus délicates que d'autres, mais les agents de la police montée sont préparés à toute éventualité. Le team penning est une discipline de tri de bétail en un temps chronométré. Une équipe de 3 cavaliers doit séparer 3 veaux désignés et les conduire dans un enclos, le pen, puis les y maintenir, le tout dans un temps imparti. C'est l'équipe qui réussit à trier le maximum de bêtes en un minimum de temps qui remporte la manche. En général, on utilise un troupeau de 30 têtes de bétail pour chaque groupe de 10 équipes. Les bêtes sont numérotées de 0 à 9 pour permettre aux cavaliers, aux juges, ainsi qu'au public de les repérer plus facilement. L'extrémité de la carrière où se trouve la zone de regroupement du bétail s'appelle le kettleside, l'autre côté étant le penside, autrement dit, celui où se trouve l'enclos dans lequel les cavaliers doivent faire rentrer les bêtes triées. C'est de là que vient le nom de cette discipline, le team penning. Pour être réglementaire, la carrière doit mesurer au minimum 30 mètres de large sur 60 mètres de long. La carrière est divisée en son centre par la full line, appelée aussi ligne de départ, qui se trouve en général à 22 mètres de l'extrémité du kettleside. L'ouverture du pen, l'enclos, se situe du côté où les cavaliers font leur entrée dans la carrière et ne doit pas se trouver à moins de 16,50 m des barrières d'enceinte. L'équipe de cavaliers doit attendre dans la zone appelée penside que l'ensemble des bêtes ait été rassemblées dans le kettleside, la zone bétail, par les hard settlers, autrement dit les responsables du troupeau. Lorsque le juge de ligne lève son drapeau, les cavaliers s'élancent et démarrent la manche. Ce même juge baisse ensuite son drapeau dès que le premier des cavaliers franchit la ligne de départ. C'est à cet instant que se déclenche le chronomètre. C'est aussi à ce moment-là que les numéros des bêtes qu'il faut trier puis faire entrer dans le pen sont attribués et annoncés par le speaker. Les cavaliers cherchent alors à séparer le plus rapidement possible les veaux tirés au sort pour les faire entrer dans le pen. Le temps maximum alloué, 60, 75 ou 90 secondes, varie selon les catégories. Un avertissement sonore à 30 secondes de la fin permet d'indiquer aux cavaliers le temps qu'il leur reste. La fin de la manche est indiquée par le juge de ligne qui lève son drapeau ainsi que par le speaker, et aucun point ne peut être attribué au-delà de la limite de temps impartie. Lorsqu'un ou plusieurs veaux sont complètement entrés dans le pen, l'un des cavaliers peut demander l'arrêt du temps en se présentant avec son cheval à l'entrée de l'enclos et en levant le bras. Pour arrêter le chronomètre, les 3 cavaliers doivent alors tous franchir la ligne de départ et aucune autre tête de bétail ne doit se trouver à ce moment-là dans le penside. Il est donc formellement interdit d'inciter et de pousser le bétail en le touchant avec les mains, les pieds, une corde, un chapeau ou tout autre accessoire. Il est également interdit de projeter par une pression excessive le reste du troupeau dans les barrières, avec l'un des chevaux, ou bien encore de pousser de manière trop virulente un veau dans l'enclos ou contre le troupeau. Un cheval trop agressif qui rue ou qui mord peut en outre entraîner la disqualification de l'équipe. Enfin, les cavaliers qui ne parviennent pas à contrôler leur monture sont eux aussi sanctionnés. Tous les morts western usuels sont autorisés,
ainsi que les rênes fermées. Ces dernières ne peuvent cependant pas être agitées ou frappées sur les chaps, les jambières du cavalier. Seules les mains peuvent être frappées sur les chaps. Tous les concurrents ainsi que le staff doivent se présenter avec une tenue western traditionnelle. Quant au harnachement, l'usage d'une selle western avec un pommeau, d'une têtière et de rênes western est obligatoire. En revanche, il est interdit de concourir avec un cheval dont la queue est tressée. Le team penning est une discipline riche en émotions, aussi bien pour les concurrents que pour le public. Elle exige de la part des cavaliers de grandes capacités et une bonne connaissance du comportement du bétail, et de la part des chevaux, un excellent niveau de dressage. Forger et poser des fers au pied d'un cheval constitue l'un des plus vieux métiers du monde. L'efficacité des unités de cavalerie et des transports était étroitement liée à la qualité de la ferrure des chevaux. De nos jours, les maréchaux ferrants se préparent et acquièrent un savoir-faire grâce à des formations spécialisées. Ils obtiennent ainsi un diplôme qui leur permet d'exercer ce métier difficile et passionnant. Aujourd'hui, en effet, on attend non seulement d'un maréchal ferrant qu'il sache ferrer les chevaux, mais également qu'il soit capable, en collaboration avec un vétérinaire, de corriger d'éventuelles douleurs ou lésions des pieds. Quoi qu'il en soit, la technique pour forger un fer n'a pratiquement pas changé depuis les origines et nécessite plusieurs étapes. Il faut tout d'abord couper dans une bande d'acier un lopin dont la longueur doit correspondre à peu près au double du diamètre du sabot, en laissant par sécurité quelques centimètres supplémentaires. Le lopin doit être coupé à l'aide d'une scie, ou bien encore d'un marteau, frappant le lopin sur une pièce métallique au tranchant biseauté. Une fois obtenu ce fer sur lequel on va travailler, il faut à nouveau vérifier ses dimensions, puis marquer en son milieu un point central, ainsi que deux autres points, l'un à chaque extrémité. Ces points vont servir de repère au moment de plier le fer. Il faut ensuite introduire le fer dans la forge, avec une bonne pression de gaz afin de chauffer le métal à une température très élevée, à peu près 1300 degrés. La tenaille de forge est un outil absolument indispensable car le fer doit être travaillé encore incandescent pour pouvoir être plié et courbé plus facilement. La tenaille de forge, grâce à ses bouts aplatis, permet d'obtenir une prise très sûre pour tenir une extrémité du fer, tandis que l'autre extrémité prend appui sur l'enclume. On commence donc à frapper le fer à chaque extrémité à l'aide du marteau de forge, pour l'allonger et l'élargir, avant d'affiner les pointes de chaque extrémité. L'étape suivante consiste précisément à plier et courber le fer. Pour ce faire, il faut l'introduire régulièrement dans la forge pour éviter qu'il ne se refroidisse. On frappe le fer au centre, puis sur les côtés et de nouveau au centre, afin de lui donner sa tournure caractéristique. La tenaille doit saisir le fer incandescent, le relâcher, puis le saisir à nouveau, pour permettre au marteau de frapper à l'endroit désiré. Il faut veiller à pratiquer une dépression sur le fer, en pince et en mamelle, les quartiers du sabot, pour éviter, lorsque le fer est posé, de comprimer la sole sous le pied du cheval. C'est ce que l'on appelle l'ajusture. Il faut aussi régulièrement ôter les poussières et les copeaux d'acier à l'aide d'une brosse métallique pour rendre le fer parfaitement lisse. Lorsqu'on a obtenu un fer aux dimensions souhaitées, le moment est venu de marquer les rainures à l'aide d'un marteau à rainuré bien affilé, pour creuser le sillon dans lequel seront ensuite pratiquées les étampures, c'est-à-dire les trous à travers lesquels passeront les clous qui permettront de brocher le fer sur le pied du cheval. Cette opération exige une main très sûre et précise, car il faut pratiquer un sillon régulier tout en maintenant la température constante afin que la lame du marteau à rainurer pénètre bien dans le fer, sans pour autant déformer ce dernier. Les rainures ne doivent pas atteindre l'extrémité des branches, car à cet endroit, il n'y a pas de clous. Il manque donc les étampures, les perforations pour faire passer les clous.
Pour pratiquer ces trous, on utilise une étampe ou marteau à étamper, dont la pointe de la tête est de forme carrée. On chauffe à nouveau le fer pour perforer avec plus de facilité les rainures pratiquées précédemment, en frappant l'étampe une ou deux fois avec un marteau. Lorsqu'elle traverse la rainure, la pointe de l'étampe rentre dans un trou pratiqué sur la table de l'enclume pour éviter qu'elle ne se plie. Avec un coup sec, on retire l'étampe pour laisser apparaître le trou. Il est cependant nécessaire ensuite de frapper à nouveau le fer pour le redresser. Une à une, on réalise ainsi toutes les étampures souhaitées. Certains pratiquent 4 trous sur la branche externe du fer et 3 sur la branche interne. D'autres, en revanche, préfèrent faire 4 trous sur chacune des 2 branches. Pour finir, il faut forger les pinçons, c'est-à-dire les languettes triangulaires qui dépassent du fer et que le maréchal ferrant rabat sur la muraille du pied du cheval. Il faut ensuite saisir le fer par ses branches à l'aide d'une tricoise pour ensuite le poser sur le sabot préalablement paré. Il est encore temps de procéder à quelques corrections du fer, en élargissant ou en rétrécissant ses branches, afin de trouver la forme parfaite. On achève le travail à l'aide d'une lime ou d'une meule électrique pour éliminer les excédents et arrondir les bords inférieurs du fer qui seront en contact avec le sol. Et après avoir refroidi le fer dans l'eau et préparé le sabot, on peut finalement le brocher, autrement dit le clouer, sur le pied du cheval. Quiconque a déjà monté un étalon sait qu'il ne s'agit pas d'un cheval comme les autres. La grâce, la puissance et la beauté qu'il dégage à chacun de ses mouvements sont difficilement comparables avec ceux d'un hongre, un cheval castré, ou même d'une jument. Les étalons passent rarement inaperçus, en raison de leur caractère bien affirmé. Ils semblent toujours prêts en effet à séduire et conquérir une jument ou à se battre avec un autre cheval. Au printemps, la chaleur ainsi que l'allongement des journées et donc de l'exposition au soleil ont pour effet de réveiller l'instinct sexuel des étalons, qui semblait s'être un peu éteint durant les mois d'hiver. Le froid ayant pour effet de réduire les activités hormonales, les comportements sexuels durant l'hiver sont de fait fortement modifiés. Lorsque les journées chaudes s'installent, l'étalon se prépare à la reproduction. Il accorde une attention toute particulière aux mouvements, au hennissement et aux odeurs, notamment venant des juments qui se trouvent à l'intérieur de l'espace qu'il considère comme son territoire. Plus cet espace est vaste, et plus l'étalon se sent puissant. Il est donc plutôt normal qu'il cherche à sortir du paddock, longe les palissades, comme s'il cherchait un moyen de les franchir, ou bien encore tente de repousser les chevaux qui s'approchent trop près de lui à son goût, mettant en péril son territoire. En liberté, l'étalon considère tous les chevaux qui se trouvent à proximité de son territoire comme des ennemis potentiels, venus le déposséder de ses juments. Et même lorsqu'il est élevé au box, l'étalon affiche le même instinct, marquant son territoire de ses excréments. C'est pour cette raison qu'il existe des installations pensées et conçues spécialement pour les étalons, qui permettent d'éviter qu'ils ne se blessent durant leur démonstration de force face aux autres chevaux. Tous les étalons doivent pouvoir se déplacer librement au moins 1 heure quotidiennement, car en liberté, ils passent environ 3 heures par jour à aller et venir, et donc à se dépenser physiquement. S'ils ne sont pas montés, ils doivent disposer dans la journée d'un paddock herbeux leur permettant de se déplacer à leur guise, de se rouler par terre et de dégourdir leurs membres, afin d'éliminer les calories accumulées en mangeant. Les étalons qui ne bénéficient pas d'un tel espace manifestent rapidement de nombreux troubles du comportement. Hélas, les propriétaires ont souvent tendance à rejeter la faute sur les chevaux plutôt que sur le manque d'espace et d'activité qu'ils sont eux-mêmes en mesure de leur offrir.
Évidemment, plus l'espace est important, plus les possibilités de mouvement et d'exercice sont variées pour les chevaux. Il est donc préférable d'avoir à disposition un paddock relativement grand où les étalons peuvent se succéder à raison de 2 ou 3 heures chacun, plutôt que de leur offrir de petits enclos individuels où leur liberté de mouvement serait vite limitée. En prenant comme référence le diamètre d'une volte en figure de dressage, qui varie de 6 à 10 mètres, on peut considérer que les côtés du paddock dans lequel vont évoluer les étalons doivent mesurer au minimum 8 mètres de long afin de garantir aux chevaux une liberté de mouvement suffisante. Naturellement, plus les côtés seront longs, plus les étalons se sentiront à l'aise. Entre deux paddocks, il est conseillé de laisser un couloir d'au moins 3 mètres de large pour y planter des arbres ou des arbustes capables de fournir aux chevaux des zones d'ombre où ils pourront se reposer. À l'intérieur même des paddocks, les arbres sont en effet quelque peu maltraités par les chevaux qui en mangent l'écorce pour se nourrir de fibres autant que pour tromper leur ennui. Ce couloir de séparation permet en outre d'éviter les contacts entre les étalons, qui peuvent donner lieu à des affrontements et à des manifestations d'agressivité. Lorsque l'espace disponible n'est pas suffisamment grand et qu'il n'est pas envisageable de créer un couloir de séparation entre deux paddocks, il existe toujours la possibilité de diviser un seul enclos en deux à l'aide d'un ruban électrifié. Le ruban électrifié peut s'utiliser aussi bien avec des palissades de bois qu'avec une clôture grillagée. Les ruettes dans le vide sont des manifestations de force fréquentes chez l'étalon, et cela peut s'avérer dangereux s'il heurte les palissades de bois ou le grillage. La présence d'un ruban électrifié, très dissuasif, est donc fortement recommandée. Il faut également veiller à ce que les étalons disposent toujours d'une quantité d'eau suffisante dans leur paddock. La chaleur de l'été et l'énergie qu'ils dépensent les obligent à s'hydrater régulièrement. Les abreuvoirs doivent toutefois être assez hauts pour éviter que les chevaux ne les heurtent avec leurs antérieurs, au risque de voir les fers se déchausser. Enfin, les palissades clôturant le paddock où évoluent les étalons doivent mesurer au minimum 1,50 m de haut. Cela permet notamment d'éviter que les chevaux ne s'y appuient ou bien encore qu'ils ne les poussent avec leur poitrail. Pour s'occuper correctement d'un étalon, il est indispensable de disposer d'un personnel qualifié autant que d'un espace parfaitement adapté. En effet, rien n'est trop beau pour ces chevaux si singuliers. Lorsque le poulain s'est habitué après quelques semaines à la piste d'entraînement et qu'il travaille désormais avec application, il est temps de démarrer l'entraînement à proprement parler. On dit qu'un cheval devient sérieux et appliqué lorsqu'il cesse de s'amuser et d'être distrait par ce qui se passe autour de lui, préférant se concentrer sur son travail et les consignes qui lui sont transmises. Son enregistrement au studbook de la race étant entériné, on connaît désormais avec précision ses caractéristiques et ses habitudes. Il faut en premier lieu évaluer les paramètres physiques du poulain, d'abord au repos, puis après l'entraînement. Il ne faut toutefois pas s'alarmer outre mesure si le poulain est en surpoids. Il faut simplement savoir qu'un cheval avec un poids normal présente une transpiration liquide et transparente, tandis qu'un sujet en surpoids produit une sueur épaisse et visqueuse. Certains entraîneurs n'hésitent pourtant pas à faire galoper leurs poulains, même si ces derniers ne sont pas encore des spécialistes de l'exercice et qu'ils sont en surpoids, car ils savent que cela ne peut que leur être bénéfique. Une fois par semaine, le poulain doit être sellé et monté par un jockey expérimenté, chargé de faire un compte-rendu à l'entraîneur à la fin de chaque séance. L'hématocrite est le volume des globules rouges rapporté à la quantité de sang totale, les globules rouges étant responsables du transport d'oxygène pendant l'activité physique. La valeur normale de l'hématocrite chez le cheval
est de 40 à 45%. Lorsqu'on décide de commencer l'entraînement du poulain, il faut augmenter ses rations de nourriture afin qu'il ne perde pas de poids. On sait qu'au repos, un cheval consomme 16 000 calories par jour, tandis qu'à l'entraînement, ce chiffre peut quasiment doubler, avec 30 000 calories consommées. On commence par faire évoluer le poulain au pas, avant de le faire trotter sur une distance de 2200 mètres, pour finalement le lancer au galop sur la grande ligne droite de la piste. Il faut veiller à ne pas trop solliciter ses articulations, car le poulain est encore jeune. Il est donc conseillé au début de ne pas prendre les virages à trop grande vitesse. À partir de la 4e semaine, le poulain peut effectuer un tour de piste complet au trot, puis un autre au galop moyen. Après 8 semaines, il faut progressivement augmenter le rythme au galop sur la grande ligne droite, afin de développer et de renforcer sa musculature. On établit ainsi un programme de travail hebdomadaire qui peut se décliner de la façon suivante. Le lundi et le mardi sont consacrés par exemple au travail d'accélération et à la vitesse. Le mercredi au trot, le jeudi et le vendredi au galop. Enfin, le samedi, le cheval effectue un travail léger, tandis que le dimanche, il se repose ou se contente d'une balade. L'important est que la difficulté du travail et des exercices soit progressive. Si l'on augmente en revanche le volume de travail du cheval, il faut absolument bander ses membres afin de protéger ses ligaments et ses articulations. Au bout de 9 ou 10 semaines d'entraînement, il est temps de commencer à travailler sur les demi-distances. Autrement dit, on divise en deux la distance de course sur laquelle on souhaite préparer le poulain pour le futur. Si l'on souhaite par exemple former le poulain sur une distance de 2000 mètres, on peut commencer à l'évaluer sur 1000 mètres. Cela permet d'obtenir des résultats et des chiffres concrets sur le rendement du cheval dans des conditions réelles de course. Puis, un beau jour, le rythme, la puissance et la façon de courir du jeune cheval pousseront le jockey à estimer qu'il est prêt pour la compétition. Ses pulsations retrouvent rapidement leur rythme normal. Sa température n'augmente pas et sa respiration se stabilise quelques instants après l'effort. Le cheval est donc en parfaite santé et sa condition physique est optimale. On le fait donc finalement courir sur la distance officielle totale, mais à un rythme moins soutenu qu'en course. Il faut normalement le faire courir à 80% de sa vitesse maximale potentielle. Puis, le grand jour arrive, celui de la première course. Le cheval doit affronter pour la toute première fois de sa vie une stalle de départ. Les muscles convertissent alors l'énergie chimique en énergie mécanique et permettent au cheval d'avancer. Il faut au préalable choisir la course à laquelle on va inscrire le cheval. Le choix de la course dépend de plusieurs facteurs, comme la période de l'année, le type de piste, ainsi que la présence d'éventuels concurrents. La veille de la course, le cheval doit se contenter de marcher. L'immobilité est fortement déconseillée car elle peut avoir de graves conséquences physiques. Enfin, c'est l'arrivée à l'hippodrome. Les passionnés de course et les parieurs connaissent tous des chevaux alignés au départ. Ils viennent les voir une dernière fois devant leur box avant la course. Les chevaux sont ensuite bandés, scellés et harnachés, sans oublier le numéro qui leur a été assigné. Les haut-parleurs invitent les jockeys et leurs chevaux à venir se présenter au paddock. Les jockeys se mettent en selle et prennent la direction de la ligne de départ. Ils lancent leurs chevaux au galop pour les échauffer un peu, avant de prendre place dans les stalles qui s'ouvrent automatiquement au moment du départ. Et c'est parti! Et c'est ainsi que débute la carrière d'un cheval de course pour laquelle il s'est longuement préparé et entraîné. Tous ceux qui sont déjà montés à cheval, qu'ils soient novices ou confirmés, ont dû un jour attacher leur monture à un point fixe, le plus souvent un anneau à proximité des boxes. Cela fait partie du quotidien de tout cavalier, au même titre que brosser, seller ou brider le cheval.
Nous constatons cependant régulièrement que de nombreux cavaliers ignorent ou maîtrisent mal les règles élémentaires d'attache. Ces lacunes, hélas, peuvent être source d'ennuis graves aussi bien pour le cheval que pour ceux qui se trouvent à ses côtés, sans même parler d'éventuelles dégradations de matériel. Mal attacher un cheval peut avoir plusieurs conséquences. Il peut tout d'abord se libérer et donc s'échapper. Ensuite, le nœud d'attache peut parfois se serrer si fort qu'il devient tout simplement impossible de le défaire en cas de problème. Lorsqu'un cheval se libère de son attache, il peut même parfois entraîner avec lui la corde ou la longe qui était fixée à l'anneau, par exemple. Or, cette longe qu'il traîne derrière lui peut l'affoler et lui faire prendre la fuite, car le cheval s'imagine alors être poursuivi par un autre animal. Une telle situation représente pour lui un réel danger. Focalisant toute son attention sur cette longe qu'il traîne, il peut heurter tout obstacle se trouvant sur sa route, une personne, une voiture, un autre cheval, ou bien encore la palissade d'un enclos. Et bien que cela constitue une très grave erreur, trop de gens continuent encore à attacher leur cheval avec les rênes. Dans ce cas, en effet, le cheval peut non seulement casser son filet ou se débrider s'il réussit à se libérer, mais il risque surtout de se faire très mal en se coupant la langue avec son bord. Voilà pourquoi il est fortement déconseillé d'attacher un cheval avec une longe ou une corde trop fragile, qui peut donc facilement être tirée et arrachée. Cela permet surtout d'éviter que le cheval ne se blesse dans le cas où il tire avec force sur la longe fixée à l'anneau ou à tout autre point d'attache. Un cheval pris de panique qui se détache par la force peut généralement causer des dégâts considérables. Il est donc préférable d'opter pour une attache solide et résistante. L'une des règles élémentaires à respecter est par exemple celle de faire manger le cheval dans son box, au calme et détaché, une fois qu'il a fini ses activités ou son travail. Il ne faut surtout pas le faire manger pendant le travail, ni même lorsqu'il est attaché en attendant justement d'aller travailler. Il faut donc veiller à ne pas attacher le cheval trop long, autrement dit veiller à ce que la longe ne soit pas trop longue. Un cheval attaché ne doit pas pouvoir manger l'herbe au sol. Il risque, ce faisant, de se faire une prise de longe, c'est-à-dire enrouler la longe autour de l'un de ses antérieurs sans s'en rendre compte et rester coincé, puis s'affoler et se blesser. Lorsqu'on attache un cheval tranquille, il est souhaitable pour le seller ou juste pour le faire patienter d'effectuer un nœud simple à l'anneau du licol, qui ne risque pas de se resserrer et qui peut se défaire sans difficulté. Pratiquement parlant, il faut d'abord faire passer la corde dans le point d'attache, le plus souvent un anneau fixé dans le mur, puis la glisser dans l'anneau du licol auquel elle est déjà nouée, aussi bien de haut en bas que de bas en haut. Une fois passé la corde à travers cet anneau, il faut l'enrouler autour de l'alliance, c'est-à-dire la partie qui relie la muserolle à la sous-gorge. On termine ensuite en faisant passer la corde une nouvelle fois au-dessus de l'alliance, puis en la nouant au niveau de l'anneau du licol. Ce système d'attache présente l'avantage de bloquer la corde entre l'anneau du licol et celui fixé au mur, lorsque le cheval tire en arrière, l'empêchant de trop reculer et de s'échapper. Il est toujours possible de faire 1 ou 2 nœuds supplémentaires avec la corde pour renforcer l'attache tout en évitant que l'extrémité de la corde ne traîne par terre. Des chevaux jeunes et fougueux ont tendance à tirer de toute leur force lorsqu'ils sont attachés. Il est donc indispensable de faire des nœuds aussi solides que faciles à dénouer, comme le fameux nœud de chaise par exemple, l'un des nœuds les plus courants, notamment dans le domaine maritime. Nous l'appellerons ici le nœud de lapin pour en faciliter la description. Il existe un très bon moyen mnémotechnique pour se familiariser avec ce nœud d'attache. Il faut se demander comment saute un lapin. Bien sûr, il saute de bas en haut pour retomber ensuite vers le bas. Il faut donc saisir la corde venant du licol et la faire passer de bas en haut pour ensuite la faire redescendre, l'objectif étant de former une boucle. Le plus simple est de retenir cette image. La boucle représente la sortie du terrier du lapin. Il faut donc saisir le bout de la corde avec lequel nous devons faire le nœud et le faire sortir de la boucle de bas en haut. Le lapin est donc désormais sorti de sa tanière, sans doute pour chercher un peu de nourriture.
Il va ainsi faire un petit tour en s'enroulant autour de la corde qui a formé la boucle. Pour revenir ensuite dans la tanière et terminer ainsi le nœud. Rappelons qu'il faut rentrer le bout de la corde par l'avant et non par l'arrière, auquel cas le nœud ne fonctionne pas. Il ne faut pas serrer ce nœud, car dans le cas où le cheval tire, il doit rester très facile à défaire. N'oublions donc pas l'histoire du lapin qui sort de sa tanière pour réaliser ce nœud d'attache très pratique et toujours efficace.